ce cabinet, ce modeste lieu. Nous vous disons merci d'être venus nous écouter. Nous allons vous parler en guise de droit de réponse. Parce que vous avez entendu certainement parler de l'affaire Évariste Miambli, le député, contre Yéhi Siesson Brice, qui est décédé dans des circonstances inexpliquées. Et je suis donc avec les parents de Brice Yéhi Siesson. La mère qui a visité le corps de son enfant avant l'autopsie, et le père, la mère c'est Cécile Siesson, le père c'est monsieur Yéhi Léon. Le père, lui, a eu des informations à l'issue de l'autopsie qui a été pratiquée sur son fils. Et je commencerai par dire qu'il y a très longtemps, sinon pas très longtemps, mais il y a quelques mois, depuis 2 mois, sinon 3 environ, nous constatons qu'il y a beaucoup de crimes. Des crimes qui ne disent pas leur nom. On a entendu parler de l'enfant Bouba. Bouba qui a été tué lâchement, a été porté disparu au niveau de Williamsville. Il a été retrouvé. Il était mort et enseveli à son bourreau dans les environs du CHU de Cocody. On a entendu parler aussi du cas, tout dernièrement, du cas de l'enfant de 3 ans, Axel Conan. Et puis en parcourant les pages des quotidiens de la place, j'ai constaté également que dans la zone de Tumodi, il y avait une jeune dame qui était allée visiter son frère. Au retour, sur son chemin du retour, elle a été lâchement assassinée avec son bébé de 11 mois. Et le cerveau même du bébé avait été emporté. Puis, alors que le cas Bouba s'effectuait dans la période des 23 au 25 février dernier, mais le cas de Brice se situe exactement au 22 février 2018. Et ce jeune Brice, qui devait voyager avec sa mère pour aller à des obsèques dans son village, n'a pas pu effectuer ce voyage parce que le député Évariste Miambli, qui serait son tonton, l'aurait invité à voyager dans sa délégation, dans son cortège. Mais toujours est-il que, au lendemain de ce voyage, je veux dire depuis ce voyage, depuis ce 22 février 2018, la mère Cécile Siesson, ni la mère ni le père Yéhi Léon, qui se trouve en service dans le nord du pays, à Wangolo, Wangolo Fitini, les parents, aucun des parents n'a revu son fils. Quand le 26 février, on leur annonce que l'enfant serait mort. Je dis l'enfant serait mort parce que des personnes leur ont déjà dit que l'enfant était mort depuis le 22 février.
Mais finalement, c'est le 26 février qu'ils vont recevoir une délégation composée des gens qui sont de l'équipe de M. Miambi. Ces personnes vont se rendre donc chez la mère pour lui expliquer, pour lui dire que son fils est mort. Et je me dis que les circonstances du décès de ce jeune paraissent bizarres, paraissent douteuses. Donc mon doute se plane non seulement sur le lieu du crime, mais aussi sur les circonstances de la mort de ce jeune et sur l'heure de la mort de ce jeune. Donc le lieu du crime incertain, les circonstances incertaines et l'heure incertaine. Et face à cette ambiguïté, face à toutes ces incertitudes, je constate par ailleurs que le député Miambi fait des conférences de presse pour parler de la mort de ce jeune, des circonstances à sa guise, parce que c'est lui, ce sont ses circonstances à lui. Il donne la narration des faits comme lui il entend. Et c'est à travers ces conférences de presse de M. Miambi que j'ai découvert que l'enfant serait atteint d'une balle. Une balle par imprudence, par accident. Parce que dans la délégation qui partirait de son domicile vers l'ouest où il avait son meeting, pour l'installation d'un chef du village et pour une campagne pour les personnes qui présentaient au sénatorial. Et que c'est au cours de ce voyage, donc, qu'au moment où ils avaient démarré, que le coup de feu serait parti. Parce que son arme, à lui, il l'aurait remise à son agent de sécurité et que l'agent de sécurité l'aurait remise à quelqu'un qui était assis derrière le véhicule, à l'arrière du véhicule, et le coup serait parti par imprudence pour atteindre le jeune Brice. Et à un moment donné, toujours dans ces conférences de presse, il nous apprend qu'il ne comprend pas comment le jeune Brice, qui doit voyager avec lui, se mette dans un véhicule, dans son véhicule de sécurité, où il a un homme de sécurité, il est entouré d'hommes de sécurité, et à gauche et à droite. Donc, je me suis dit, mais s'il est dans un véhicule de sécurité, qui contient, j'allais dire, dont le contenu était composé du chauffeur, de celui de la sécurité, qui a donné l'arme à celui qui est à l'arrière, qui est censé être quelqu'un de la sécurité également. Comment fait-il que Brice soit entre deux personnes de sécurité, deux personnes à l'arrière du véhicule? Et je me suis dit, suivant toujours les déclarations de presse de M. Miambi, son chauffeur, le chauffeur de ce véhicule était à l'avant, avec celui qui a remis le pistolet à l'arrière, et le jeune Brice était censé être à côté de ce dernier, l'autre personne. Puisqu'à l'arrière, il était entre deux personnes de sécurité, l'autre personne, c'était qui? Je me posais cette question. C'est après, toujours dans ses déclarations de presse, dans ses conférences de presse, que je vais comprendre que
Le pistolet, c'est son pistolet. Il ne nie pas que c'est son pistolet. Donc c'est son pistolet automatique qui a porté le coup mortel. On connaît le propriétaire de celui qui a porté le coup. Mais on est encore dans les vapes, j'allais dire dans l'incertitude, quant à la personne qui a porté le coup. Toujours dans ses conférences de presse, il a annoncé que de toute façon, il a mis tout le monde en prison. Il a fait arrêter tout le monde. C'est-à-dire tout son cortège, tout le personnel qui l'entourait, il les a tous fait arrêter. S'il les a fait arrêter, d'où vient-il qu'il soit parti en mission avec certains? Parce que la mère qui est de la même, sinon de la même famille que lui, du même village, m'a dit qu'il y avait celui-même qui était accusé d'avoir tiré, était parti en mission avec M. Miambi. Ils étaient partis dans le village. Et toujours dans ses explications, il va nous dire que si on est parti aussitôt, c'est simplement parce que le médecin qui a consulté le malade, parce qu'il était censé être malade en ce moment-là, ce médecin nous a dit qu'il n'y avait rien de grave. On pouvait partir en mission. Et c'est ainsi qu'ils sont partis en mission. Et il a demandé à ce que deux de ses agents, de son équipe, deux membres de son équipe, puissent aller veiller sur leurs malades. Puis, la troisième phase, c'est que je me suis, je me suis constituée dans ce dossier en tant qu'avocat pour assurer la défense de la famille. Parce que quand deux personnes sont en conflit, je veux dire en contradiction, et puis bon, il y a un qui est faible financièrement, le combat ne peut pas être égal. Et c'est ainsi que j'ai décidé d'assurer la défense des parents de Brice et de Brice lui-même, puisque lui aussi, il y avait une plainte qui était déposée contre lui. Et donc, dans le dossier, donc, le père de Brice qui m'informe que je lui ai demandé donc la copie du rapport d'autopsie. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il a payé les frais pour que l'autopsie soit effectuée, mais qu'il n'a pas reçu de copie de l'autopsie. Et pourtant, j'ai constaté que dans le cadre des conférences de presse de M. Miambi, il a brandi le rapport d'autopsie. Et j'ai interrogé encore le père pour savoir s'il a assisté à la pratique de l'autopsie. L'enfant était décédé le 22 ou 26, selon les 22 ou 26, selon je veux dire la personne qui parle, parce que la mère va me dire que c'est le 22 que son fils est décédé dans la maison de M. Miambi. Bon, M. Miambi, dans sa conférence de presse, dira que c'est le 26 que malheureusement l'enfant est décédé. Donc j'ai cherché à savoir si le père avait assisté au rapport d'autopsie. Et il m'a dit non, on lui a dit que ce serait trop dur pour lui, donc qu'il ne fallait pas absolument qu'il assiste à l'autopsie, mais qu'il avait demandé à un de ses frères qui était médecin d'aller voir comment ça se pratique. Et ce frère lui a dit que pendant l'autopsie, ce qu'il a constaté, c'est qu'il y avait ablation de la rate de l'enfant, du genou. Et je dis, bon, ben dans ces conditions, il faut que nous cherchions à savoir si un être humain peut vivre pendant
de longues heures. 28 ans. Sans ça rate. Et dans mes recherches, j'ai découvert que la fracture ou la rupture de la rate est une urgence médicale absolue en raison de l'hémorragie massive qu'elle entraîne. Elle provoque généralement une douleur vive et justifie une intervention chirurgicale urgente. En cas d'hémorragie importante, puisque l'abdomen se remplit de sang. L'intensité de la douleur ressentie varie selon le degré de la lésion et la décision du type de traitement est en rapport avec le grade de la plaie. J'ai vu dans mes recherches que selon la classification de Shefford, la splénectomie totale ou l'ablation de la rate est indiquée lorsque la lésion est grave. Et partant de là, je me suis dit que si Brice a subi une ablation de sa rate, il avait donc une lésion grave. Et il avait certainement ressenti une douleur intense après la déchirure de sa rate, suite à l'impact de ce projectile, parce qu'ils m'ont dit aussi que c'était un projectile qui avait emporté ce genou. Et c'est sur ces entrefaites que j'ai demandé à monsieur Léon de me dire ce qu'il a pu constater, ce que le frère qu'il a envoyé lui a rapporté exactement de cette autopsie, et à la mère si elle a pu voir le corps de son enfant avant l'autopsie. Et donc, je vais donc devoir vous demander d'interroger d'abord le père et puis la mère pour savoir ce qui s'est réellement passé. Parce que je me suis, j'allais dire, je fonce tout droit dans ce dossier et j'ai besoin d'éclaircissement. D'abord au niveau de mon doute, pour apaiser mon doute sur le lieu du crime, et puis mon doute aussi sur les circonstances du décès de l'enfant, et mon doute sur l'heure du décès de l'enfant, me disant que si c'est vraiment une détonation qui est partie d'une voiture, forcément, dans le quartier Cocody Ambassade, les maisons ne sont pas si cloisonnées que cela. Et puis, il y a certainement des vidéos de surveillance, des caméras de surveillance, puisque ce sont des en haut qui sont dans ces quartiers. Et là, une détonation, mais tout le monde, ça ne peut pas passer inaperçu. Si nous sommes réunis ici, que nous tirons un coup de fusil, naturellement, ce ne sera pas uniquement les 8 personnes qui sont dans cette salle qui vont en entendre le bruit. À moins que la détonation soit partie à partir d'un pistolet qui est muni de silencieux. Et simplement parce que nous ne savons même pas si c'est vraiment dans cette voiture, dans ce véhicule, que ce jeune a reçu la balle, ou bien s'il a reçu la balle pour distraire les gens à partir du véhicule. Et puis bon, des actes ont pu être posés après l'avoir tiré du véhicule, mais que d'incertitudes. Que d'incertitudes. Et je pense que le père et la mère qui sont là, présents, vont pouvoir éclairer votre lanterne. Je vous remercie. D'accord. Maître, merci. Je prends la parole en premier pour vous dire merci. Parce qu'il y a un aspect sacerdoce dans ce que vous faites.
vous dites, quand un combat s'engage entre deux personnes, si l'autre partie n'a pas les mêmes forces, il faut les équilibrer. Je voulais donc vous remercier pour ça. C'est un dossier que moi j'ai suivi personnellement. Vous permettez, c'est la voix. Hein, la voix originale. Oui. Si la mère et le père vous font leur ici, comme ça vous allez pouvoir... ah d'accord, j'ai pensé qu'on allait poser des questions. Non, vous allez poser des questions. Ah, mais ils vont être brefs. Ils ont vu des choses, enfin la mère surtout, elle a vu des choses et elle va en parler. S'il vous plaît, je peux enlever ça. L'ivoire. Ah oui, il n'y a pas de problème. On a encore d'ivoire qui a enlevé. C'est bon. Est-ce que tu peux... C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Bon, vraiment, merci les frères. Soyez les bienvenus. Vous savez, aujourd'hui, vous connaissez au moins le problème pour lequel nous sommes là. On est là aujourd'hui par rapport au décès de notre enfant. Notre enfant qui est décédé depuis le 22 février. Et c'est pourquoi on est là. Depuis un certain moment, on a déjà pris... On a eu notre maman qui voulait nous aider en nous aidant sur ce dossier qui était vraiment très fort pour nous. Puisque nous qui étions les pères, les parents au moins, vraiment on était beaucoup touchés, on était beaucoup peinés. Depuis ce temps, mon cas, l'affaire a commencé. J'étais dans mon lieu de service, comme je t'ai dit, à Wangoulou. Et dans ça, un lundi après-midi, le 26, elle m'appelle pour dire que notre fils est décédé. Notre fils est décédé. Donc ça fait que vraiment c'était un peu difficile. Donc, partant de là, elle m'a dit ça. Moi, j'étais oublié de descendre sur Abidjan. C'était un lundi. Et je suis arrivé le mardi 27. Ce jour-là, je suis arrivé, j'ai trouvé une délégation. Moi, je suis arrivé vers les 17h. Vers les 19h, je suis rendu à la maison de sa mère pour voir ce qui s'est passé. Et j'ai trouvé une délégation qui était une délégation de Miambi, qui était là avec... accompagné de ses conseillers. Il était avec monsieur, comment qui s'appelait là? Il y avait CAME, qu'on appelle Sophie Messelin. Bon, en fait, il était un peu nombreux, il était au nombre de 6. Il était là. Donc, quand je suis venu les retrouver en train de discuter, et ils m'ont présenté que là, son père vient d'arriver. Son père vient d'arriver. Il est là. Donc, pendant les gens m'ont demandé les nouvelles, tout il a demandé, mais c'est à vous les nouvelles, puisque maman m'a appelé pour dire que mon fils est décédé. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça, ils m'ont donné les nouvelles. Et après, mon petit frère a demandé à ce qu'on ait le corps. Ils ont dit que non, le corps, pour l'instant, on ne peut pas nous dire où se trouvait le corps. Donc, c'est dans ça, il y avait un certain CAMI qui s'est levé pour dire que qu'on appelle le corps de l'enfant, demain, on vous appellera pour vous donner la situation du corps. Donc, on a dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça qu'ils sont répartis. Nous aussi, tout le monde est rentré. Donc, le lendemain, à 8h, moi, j'étais déjà à la maison chez eux. Et c'est dans ça, ils ont appelé un certain, qu'on appelle Justin, qui était le cousin à Cécile. Et c'est dans ça, lui, on a appelé pour dire que le corps se trouvait au-dessus de Yopougon, à la morgue de Yopougon. Un message. Donc c'est dans ça aussi, nous on s'est rendu là-bas. Et quand on est arrivé, on a trouvé le corps
de l'enfant. On a toujours la même délégation qui était là-bas. Donc on a vu le corps. L'enfant, le corps était emballé dans un essai blanc. Et c'est la mère qui a demandé à ce qu'elle voit tout le corps intégral de l'enfant. Donc c'est comme ça qu'on a fait, on a regardé et on a vu un peu ce qui s'est passé. On a vu les impacts des balles qui sont là, les bras bandés, qu'on appelle les tendons qui sont sectionnés, le ventre opéré. Donc les tendons, vous avez dit? Oui, les tendons. Les deux tendons sectionnés. Tendons, c'est-à-dire Voilà. Donc, quand on a vu ça, vraiment, ça m'a tellement choqué, ça m'a fait mal, que j'allais poser une plainte. Et quand j'ai posé la plainte, d'abord au départ, j'ai posé une plainte contre X. Puisqu'il ne savait pas de quoi est mort mon fils. Il ne sait pas comment mon fils était mort. Donc c'est pour ça que j'ai posé une plainte contre X à la police criminelle. Et c'est eux qui ont amené le dossier, comment on appelle, chez le parquet, chez le procureur de la République. Et en même temps, le procureur de la République a ramené le dossier à la police criminelle. Ils ont remis le dossier à un certain commissaire, Bebromissa. Et celui qui a suivi le dossier. commissaire? Bebromissa. Et celui qui a suivi le dossier. Il a fait la enquête et puis il a fini. Et après, on avait l'autopsie à faire. Et celui qui m'a dit qu'il devait faire l'autopsie. Il avait demandé. Donc, ils sont partis, on a fait l'autopsie. J'étais parti avec un de mes amis, qui est médecin, plus mon petit frère. On voulait assister. Le procureur de la République a dit que vraiment, ce n'était pas bien de voir le corps de ton enfant découpé encore. Et tu peux attendre si un d'entre vous qui peut entrer, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça qu'il a dit Au médecin. à mon ami médecin, il faut entrer. Au moins, si on a des langues, des codes qui vont déjà dans le jaguar médecine, tu peux entendre ça. Et c'est comment il est rentré. Donc, après ça, il est ressorti. Donc, sur place, on ne m'a rien dit. Donc, on s'est baissé, tout. Et c'est dans ça, c'est dans la voiture, il m'a dit que, enfin, comment on l'appelle, il y a... Il y a Sarah qui était absent. Sarah était absent. Et il y a son destin aussi qui était depuis. Photo de Brice. Donc, c'est comme ça. Sa photo. Donc, ils ont, c'est que le sang aussi, ils ont pris son sang. Donc, c'est comme ça. Il m'a dit. Et en même temps, or, le jour où on a vu le corps, on s'est vu que sur le corps de l'enfant, ces deux poignées-là, c'était plein de. C'était le sang, il y avait le sang coagulé. Il y avait le sang coagulé. Donc, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Et c'est comme ça. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Donc, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai dispatché le procureur qui a demandé à avoir une copie De l'autopsie. de l'autopsie, ils n'ont pas remis. Donc, vraiment, j'étais dépassé. Et c'est dans ça, les deux, on était maintenant, il s'est dit qu'il fallait prendre un avocat. Et on avait les parents de la diaspora, ils ont dit si c'est comme ça, on va prendre un avocat que nous on va suivre. Et dans ça, dans un plan d'avocat, c'est là se trouve la mère, notre maman se trouvait en Europe à son temps. Et c'est comme ça, ils nous ont dit que non, que c'est la mère qui doit s'occuper de ça. Et c'est comment elle est venue à Abidjan, on s'est contacté, et elle a commencé sur le dossier. Mais avant ça d'abord, il y avait un juge d'instruction qui avait le dossier en main. Vous savez, M. Nguessan, bon, en fait, ce nom vraiment, ça c'est M. Nguessan. Hein? Voilà. Donc, c'est comme ça, il avait le dossier. Et le dossier, il a suivi. Elle a suivi le dossier avec lui. Il nous a interrogé tout. Et il a dit que vraiment, il fallait que ça
elle dit que le dossier avançait. Et elle a fait beaucoup de recherches qu'il avait dit à ça. Donc c'était comme ça, elle est partie le dossier. Et nous, aujourd'hui, nous sommes là. Moi, j'ai demandé, mais comment c'est fait? Après, je suis parti voir le juge d'instruction. Il a demandé, mais comment c'est fait que l'enfant a été, on appelle, a été, qu'on appelle, il a été, qu'on appelle, on parle au CHU, à la clinique Farak. Il est parti à la clinique Farak. Mais il fallait, même pour l'opérer, il fallait qu'il y ait un parent au moins. Comment il peut que comme on appelle, les parents ne sont pas là, et c'est des gens que nous ne connaissons pas. C'est eux qui ont suivi, comment on appelle, l'enfant. Vous voyez? Et ces deux messieurs, c'est, comment on appelle, c'est des gars de M. Membi. Il y a un qui s'appelait M. Assez à Claver. Et puis il y a l'autre qui s'appelait Cédric. Donc c'est deux livres. Cédric, il a son nom ici. Ça s'appelle Lévry Cédric Césario, plus avec M. Pierre Claver Assez. C'est les deux là qui ont suivi comment on appelle l'enfant, l'opération, qui était là-bas, sur l'opération. Donc ça fait que vraiment, moi j'étais dépassé et j'ai dit au juge d'instruction qu'il fallait qu'on dépose une plainte contre ceux-là. Et j'ai vu la maman pour lui dire qu'elle n'a qu'à déposer une plainte. On a déposé une plainte contre ceux-là. Avec les deux, plus M. Miambi lui. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc, après ça, on était là. Et jusqu'à aujourd'hui, le dossier n'avance pas. On ne dit rien. La maman, elle défile à chaque fois là-bas. Il n'y a rien. Même qu'elle voit le dossier, elle fuit. Elle fuit encore pour voir qu'elle a maintenant prochainement, maintenant qu'elle arrive. Les gens ne veulent plus lui donner le dossier. Donc c'est comme ça, c'est passé. Donc voilà un peu comment on est arrivé. Donc nous voulons vraiment qu'il y ait la lumière, que la lumière soit faite sur cette histoire de notre professeur. Voilà. Donc un peu, voilà ce qu'il voulait vous dire. Mais seulement, je sais qu'avec le président actuel, il sait qu'il peut faire quelque chose. Le président de la République, comme on appelle la première dame, le président de l'Assemblée nationale, tous ceux-là, et les Ivoiriens avec la diaspora, ils peuvent nous aider pour qu'on ait la lumière si c'est cette affaire. Je vous remercie. Cécile. Bonjour, messieurs, dames, pour ceux qui viennent d'arriver. Soyez les bienvenus. Je me nomme Sieson Cécile, la mère de Yéhi Sieson Brice. Brice, c'est mon fils. Après son bac, ses études, il était à la recherche du boulot. Et c'est comme ça, dans le temps, Miambi est venu au village et il disait qu'il va donner du travail aux jeunes. Là, il cherchait à être député. C'est comme ça. Mon fils est rentré dans son club. Il a commencé à faire campagne de Miambi. À chaque fois, il voyage avec eux. Ils reviennent. C'est comme ça. Bon. Le samedi 17, si j'ai bonne mémoire, 17 février, mon fils est venu à la maison. Il a causé, il me dit, il m'appelle Tanti. Tu sais, je l'ai eu à bas âge. Il m'appelle Tanti. Ah, Tanti, mon tonton Miabri dit on va aller à chez Sémia pour intronisation d'un chef du village. Mais je n'ai pas envie de partir. Il dit, mais pourquoi? Il dit, bon, je n'ai pas envie de partir. Dieu merci. Pour moi, c'est ma prière qui prenait. Il dit, si tu n'as pas envie de partir, il fait comme alors. Il dit, on va partir au funérail. Puisque moi, j'avais un décès chez moi. Il dit, d'accord. Toute la semaine, l'enfant faisait que répéter ça.
Quand il vient chez moi, c'est ce qu'il dit. Lundi, le combien? Il est venu chez moi au CHU, il a répété la même chose. Il a répété la même chose. Tanti, je n'ai pas envie de partir avec papa Miambi, mais je viens avec toi pour les funérailles. Écris mon nom dans le convoi. Et mercredi, c'est mercredi, nous on avançait. Eux, ils allaient venir le jeudi. Et ce mercredi-là, j'étais... Mardi, d'abord, on a fini de faire le marché. On est descendu à la Ciporesse et il m'a appelé, Tanti, tu es où? C'est là que je lui ai dit, je suis là à Gamé, une chose à la Ciporesse. Il dit, bon, je te trouve. Et il est venu, il dit, ah, Tanti, tu t'en vas au village demain. Je te dis que je n'ai pas envie de partir avec papa Miambi, mais je veux partir avec toi. Je vais partir avec toi. C'est ça, il dit, d'accord. Et tu fais comme il dit. Écris ton nom dans le convoi. Il dit qu'il a compris. Et c'est là que j'ai vu, c'est la dernière fois que j'ai vu mon enfant là qui est là. Mercredi, le 21. Mercredi 21. 2021. On a échangé à la Ciporesse là. C'est là que je l'ai vu pour une dernière fois. Et mardi le 20. Mardi. C'était mardi. Et le 21, je devais partir. J'étais à la gare, il m'a appelé vers les 9h. Tanti, tu es où? Il dit, je suis à la gare, mais le car n'est pas chargé, on va à Gamé. Il dit, bon, si tu arrives à Gamé, il faut faire transfert chez mon tonton qui s'occupe du car. On m'a dit qu'il n'y avait pas il dit au plus tard 10h ou bien 11h, il ne va plus avoir place. J'ai dit ok. Donc arrivé à Gamé, j'ai donné l'argent à ma belle-sœur, elle a envoyé. Je l'appelle, son portable sonnait occupé. Et après, elle m'a rappelé. Je lui ai dit non, que j'ai déjà écrit ton nom dans le convoi. Bon, on a pris le départ. Jusqu'à la sortie, après autoroute, l'enfant m'appelle. Tanti, ça sera plus possible que je parte dans le convoi. Il faut récupérer ton argent. Je dis, mais non. Pourquoi il va récupérer mon argent? J'ai parlé à papa Miambi. Il m'a dit non, qu'il ne veut pas. De venir demain matin très tôt. On va prendre le pas ici ensemble, dans le cortège. Et ça, il dit, mais toute la semaine, tu me disais tu n'as pas envie de partir. Tu me disais tu n'as pas envie de partir. Et il arrive à te convaincre et tu acceptes ça. Il dit non, tant il faut laisser que c'est une grande personne. Il ne peut pas me demander de venir avec lui. Puis je lui ai dit non. Donc j'étais fâchée, je l'ai rapproché. 5 minutes après, il m'a rappelé. Et quand il m'a dit tu es fâchée, il a dit mais je suis fâchée toute la semaine. Tu ne fais que répéter la même chose. Je n'ai pas envie de voyager avec lui. Mais je viens avec toi pour les funérailles au village. Je vais partir avec le convoi. Il dit non, il faut laisser. Tanti, je vais te trouver là-bas le jeudi. Jeudi, à 11h, j'étais à Mans. Je l'appelle pour voir sa position. Lui, à chaque fois, il veut partir quelque part. Dès qu'il veut démarrer, il m'appelle. Ça n'a pas été le cas. Jusqu'à 11h. Donc moi, je l'ai appelé. J'appelle, ça passe. Ces 3 portails ne passaient plus. Rien n'est passé. J'insiste 0. Je suis revenu au village. Vendredi encore, c'est la même chose. Toute la journée, la même chose. Et vendredi, je ne l'ai pas vu. Vers les 23h, il y avait des étrangers qui avaient faim, qui m'ont demandé à manger. Je les ai accompagnés sur la route, au Carrefour, pour leur acheter de quoi manger. Je vois les jeunes du village qui avaient portrait de Miambi en main, qui passaient. Et c'est là que je me suis approchée. Ah, mes petits frères. Et mon fils Brice, vous avez quitté derrière Miambi, ils ont dit oui. Et Brice, ah, tanti, on ne l'a pas vu. En même temps, ils ont continué leur chemin. Il y a eu 2e groupe encore. Je les ai appelés. Ah, et mon fils Brice, on n'a pas eu Brice. Ils étaient en train de continuer leur chemin. Oh, c'est des jeunes, ils me connaissent très bien. Quand ils me voient, ils s'arrêtent. Tanti, il faut faire sortir l'argent, il faut enlever poussière, il faut faire ça. Mais ce jour-là, ça n'a pas été le cas. C'est ça, je leur ai dit, bon, attendez d'abord. Vous n'étiez pas à Miambi, ils ont dit si. J'ai dit, mais Miambi a toujours voyagé à mon enfant. Si vous avez vu Miambi là,
c'est que certainement mon enfant doit être là. Pourquoi il n'est pas là cette fois-ci? Ils m'ont dit non, car on ne l'a pas vu. Ils ont continué leur chemin. Ça m'a paru bizarre. Je suis retournée à la maison. Je ne suis plus allée à la veillée même. Des appels chez ses amis, d'autres portails sont fermés, d'autres répondent. Et il est parti à Miami. Jusqu'à dimanche, on a fait enterrement. Et on a pris la route. Samedi, on a fait enterrement, on a pris la route. Et arrivé à Abidjan, j'essaie d'appeler ses amis zéro. Lundi matin, il dit ok, je vais au service, mais demander la permission pour aller à la recherche de mon enfant. J'arrive là-bas, dès que je suis arrivée, des appels inconnus, des appels anonymes, plein d'appels demandés après lui. Et c'est dans ça là, monsieur C.A.M. Faustin, un proche de Miambri, il m'appelle. Attends, je communiquais avec un monsieur de l'autre côté qui me posait plein de questions, je ne comprenais pas. Je ne le connais pas. Le temps de le raccrocher, il m'a raccroché aussi. Donc, je l'ai pris au téléphone, je l'ai appelé. Allô, grand frère. Allô, maman, on dit quoi? Il dit, ça va, il dit, ça va pas. Je ne vois pas mon enfant. Où est mon enfant? Mon enfant est venu à où? Il est où? Il dit, mais ton enfant est au village? Je dis au village. Moi-même, je viens du village. C.A.M. Faustin. J'ai dit, mais moi-même, je viens du village. Mon enfant n'est pas au village. Depuis le mercredi, moi, j'étais au village. Je suis rentrée dimanche après-midi, dimanche soir. Il dit, ah bon, j'ai compris, on va le chercher. Et puis, il m'a raccroché. Et c'est comme ça, j'ai commencé à avoir des appels. L'un de ses amis proches, qui est son cousin, il m'a appelé. Maman, tu es où? Avec une voisine. Il dit, je suis au Chili. Maman, on vient là-bas. Il faut venir. Il a dit d'abord, viens à la maison. Il dit, mais je ne peux pas venir à la maison. D'ici, il allait passer chez toi pour aller chercher ton petit frère. Il dit, non, maman, que bon, on vient là-bas. Il dit, ok, venez. Donc, ils sont arrivés. Ils ont causé à mon surveillant. Mon surveillant même, il a remarqué. Tout le monde a remarqué. Tu es bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde me demandait au service. Jusqu'à mon surveillant, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais je ne vois pas mon enfant. Mais je ne peux même pas travailler. Je n'ai pas la tête dans le travail. Je m'en vais à la recherche de mon enfant. Et c'est comme ça, on est allé dans son bureau. Il dit, il y a des frères, des parents qui m'ont appelé. Que ma voisine a l'un de mes neveux. Et puis, il demande leur numéro. Il a pris, il les a... En tout cas, ils ont passé tout le temps à poser. J'étais en train de... Comment était assis au bureau. Et après, ils m'ont pris. Non, il dit, non, il faut partir au village. L'enfant est chose en danger, mais pas si grave que ça. En danger, là, c'est aussi en danger quelque part. Pourquoi ne pas m'amener là-bas? Même si c'est dans la bouche du lion, je vais enlever mon enfant. C'est mon seul enfant. Hein? Voilà son petit frère qui est petit comme ça, qui ne peut rien faire. Que dites-moi où il s'est dit non, que la personne dit viens à la maison. On est parti à la maison. Et là, l'enfant dit, maman, on m'a dit que mon petit frère a été tué chez Miambi et Paris. Ah non, imaginez un peu la suite. Et c'est comme ça. Commencer à pleurer, faire des trucs, évanouir, tout ça là. Jusqu'à là, c'était dans les environs de, je crois, 14 heures par là. J'étais dedans jusqu'à le soir. Dès les 20 heures, et j'ai mon neveu, l'enfant de ma tante, qui est capitaine à Agba, Tewe Mesme. Il m'appelle. Il dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Lui m'appelle ma petite maman. Qu'est-ce qui se passe? Depuis, on me dit, tu pleures seulement, tu ne cesses pas. Je dis, mais je t'ai dit qu'ils ont dit, ils ont tué ton petit frère chez Miami. Qui t'a dit ça? Que c'est faux, il n'est pas mort. Je dis, ok. Je n'ai pas pris en considération. 5 minutes après, il y a ce même C.A.M. là qui me rappelle encore. Maman, depuis, on dit, tu pleures seulement, tu pleures sans cesse. Si tu tombes malade là, tu vas faire comment? J'ai dit, si tu tombes malade, c'est ça. On dit, ils ont tué mon enfant chez Miamdi. Tu es au courant et puis tu m'as pas dit, tu as tué mon enfant chez Miamdi. Il dit, mais qui te donne information comme ça? Que c'est agi faux. Ton enfant n'est pas mort. Je viendrai tout à l'heure, je vais te conduire, c'est tout ton enfant. Il n'est pas mort. Ça, c'est le 26, lundi 26. Oh, ils ont tué mon enfant depuis le 22. J'ai dit le 22. J'ai dit, ok. Donc, je me suis calmée un peu. Ils se sont amenés, je crois, à 23 heures moins par là.
23h, moins de 23h. Dès qu'ils sont arrivés, je les regarde. Si tout est oui, son âme coulait. C'est l'âme coulait. Donc, j'ai commencé à pleurer en même temps. Donc, mon affaire est mort vraiment. Et c'est comme ça, mon cousin, un chose Sodier Mesmer va prendre la parole. Pour dire oui, je suis venu ici pour vous donner une chose d'information. Qu'il y a chose Miabli, il est venu dans le guément, il est venu tard, à 1h du matin. Quand il est arrivé, nous aussi on était là-bas, il m'a appelé dans son hôtel. Et puis il m'a dit vraiment grave. Il y a eu un problème, il y a l'enfant de ta soeur qui a eu un accident, mais vraiment il ne va pas bien. Hein? Que l'enfant a même eu, qu'il ne va pas du tout, il ne va pas bien, mais on a fait le traitement, vraiment Dieu merci. Ça va maintenant, je l'ai amené à la polyclinique. L'enfant, ça commence à aller, ça va très bien. L'enfant même m'a appelé, j'ai communiqué à lui, il dit ok. Et c'est lundi à 4h du matin, mais 5h du matin, l'enfant est décédé. C'est ça, il a commencé à pleurer. Il dit, toi, tu es mon cousin. C'est toi qui vas venir annoncer la mort de mon enfant. Si mon enfant est mort chez Miambi. Il dit non, il m'a dit ça. Voilà pourquoi je suis venu te dire. Mais qu'est-ce qui a tué l'enfant? Il est mort comment? Non, l'enfant a eu balle perdue. Ce que Miambi a dit. Il dit son garde de corps, l'enfant était assis dans la voiture. Son garde de corps était en train de nettoyer son âme. Et la balle est partie. Ça a eu l'enfant au bras. Si balle a eu l'enfant au bras. C'est ça qui va l'amener à la mort. Si Miambi même arrive, tu vas lui poser la question là. Il y avait pas mal de gens, hein. Les gens posaient plein de questions. Il dit, l'enfant, il a eu balle. Vous avez averti son quel parent? Ils ont dit non. Quand Miambi même va être là, vous allez vous... Toutes les questions qu'on a posées, il nous disait d'attendre Miambi. Donc ça n'a pas été répondu. Ok. Ils ont dit revenez mardi. Où se trouve le corps de mon enfant? On ne veut pas me montrer. Mais vous dites il est mort. Montrez-moi son corps. C'est pas possible. On ne peut pas me montrer le corps de mon enfant. Non, on va revenir demain pour te dire où se trouve son corps. Ils sont partis. Le lendemain qui est mardi, ils sont venus. Mardi, ils sont venus. En temps, son papa était là, ses frères. Ils ont posé là, ils ont demandé non. Le problème qui s'est passé hier, on s'est déjà expliqué, on ne peut pas venir dessus encore. On est venu voir nos soeurs qui en pleurent. Bon, mais où se trouve le corps? Ils n'ont pas voulu dire. Si elle me prend la parole, non. Je ne peux pas m'arrêter sous la bâche ici, de suite là, pour dire que le corps de l'enfant. Mais pourquoi Mais pourquoi? Non, mais je ne peux pas m'arrêter ici. Et il a répété ça plus de 3 à 4 fois, le voilà. Il y avait du monde. Et on lui a demandé, il dit, ma petite soeur en pleure. Donc pour ça, demain, je viendrai personnellement à ma voiture pour venir la prendre, la déposer, c'est tout le corps de son enfant. Il a répété ça plus de 1000 fois. Et quand il a fini, ils sont partis. Toutes les questions qui ont été posées, toujours même chose, attendez, Miambi lui-même, il va répondre à ses actes. Ok. Miambi, on ne l'a jamais vu. Et après, ils ont dit, quand on va vous accompagner, vous allez voir le corps. Le samedi, on va se croiser. Là, Miambi lui-même, il va expliquer comment l'enfant est mort, comment ça s'est passé. On viendra chez toi ici. Le vendredi, on nous appelle, et le samedi, le mercredi, on nous appelle à 11h pour aller voir le corps. Il n'est plus venu nous chercher, on est parti voir le corps. Quand on est arrivé, en tout cas, tout leur groupe était dedans là-bas. On a passé quelque chose de 30 minutes, hein? On ne sait pas, il faisait quoi dedans. C'est là son papa s'est fâché avec ses frères, avec mes soeurs, leurs groupes sont rentrés derrière eux là-bas. Et c'est comme ça, ils ont dit, oui, vous pouvez venir. En tout cas, il y avait du monde. Moi, j'étais la dernière personne à rentrer. Parce que, franchement, je ne supportais pas. Je tremblais sur moi. Je ne croyais pas. Et c'est comme ça. J'étais à le groupe de mes mamans. Ils m'ont attrapé, on est rentré. Le corps était couché.
ils l'ont emballé dans les draps jusqu'au cou. Ici. C'est le visage seulement on voyait. Et les draps étaient scotchés. J'ai plié comme ça et puis mis un scotch dessus. J'ai regardé, j'ai tiqué. Mais pourquoi? Ok. Quand j'ai regardé son bien, j'ai regardé. J'avais le gant au bout de mon pain. J'ai enlevé. J'ai commencé à mettre mes gants. Les questions ont commencé à venir du côté des délégations de Miami, comme le morgue qui est là. Madame, vous allez faire quoi à un gant? Vous allez faire quoi à un gant? J'ai dit, restez là. Ce que je vais faire à un gant, vous allez voir ça de suite là. On nous a dit de ne pas de voir seulement le corps. Hein. On nous a dit de voir seulement le corps. J'ai dit, la personne qui t'a dit de voir seulement le corps là, moi c'est mon enfant. C'est mon enfant, il ne peut pas voir son visage comme ça et puis laisser. Il dit, mais on est de même village et puis vous allez nous faire ça. Qu'est-ce qu'on va te faire? On est de même village. Sinon, on nous a dit, on n'a qu'à vous montrer seulement le corps comme ça. Je l'ai regardé et j'ai dit, c'est mon enfant. Je l'ai eu à bas âge. Et je suis quitté ici, il m'a quitté, il marchait. Il m'a dit qu'il partait chez Miami. Ça fait combien de jours? 6e jour aujourd'hui. Moi, je le cherchais. Aujourd'hui, vous venez me présenter son corps, de regarder le visage, ne pas le regarder, et puis partir comme ça. Je vais enlever ce drap-là. Mais la personne qui est garçon, ou une personne comme moi, quand je vais le toucher, essaie de m'empêcher. Si tu n'es pas couché comme mon enfant ici, là, c'est que ce n'est pas moi. Quand j'ai dit ça, ils se sont écartés. Ils se sont écartés, puis ils me regardaient. Donc j'ai enlevé le drap. Le corps en temps normal, quand quelqu'un décède, les bras sont dressés comme ça. Et c'est pas si ça se fait chez tout le monde. Les bras sont dressés comme ça. Pour mon fils, ses bras étaient comme ça. Et il y a un bras, je n'ai même pas remarqué, c'est gauche ou bien droite, qui était bandé, qui était bien bandé. J'ai regardé, je ne comprenais pas. J'ai enlevé la bande. Quand j'ai enlevé et soulève le bras, ça tombe d'une manière. Donc j'ai essayé de plier devant ses pieds. Envoyer derrière ses pieds jusqu'à ici. Le bras est cassé. Le bras gauche. Le bras gauche, c'est cassé même. Ok. Je regarde au cou ici, il y a un trou, il y a une grosse veine qui est là. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait, ils ont mis ce padage, j'ai enlevé, mais il y avait un trou même. Le trou était bien profond. J'ai regardé. J'ai continué, je regarde. Sur son bras, il y avait 10 de balles. Bras droit. Là, j'ai vu. Et j'avançais toujours. Je descendais le drap un peu. J'arrive en bas. J'ai vu qu'à ses côtés, il y a des poches. Ils ont placé là. C'est-à-dire, si ces balles, ils ont mis et c'est sorti là, de l'autre côté. De deux côtés, c'était comme ça. C'était comme ça. Et je continuais. Quand j'ai continué, c'est vu que on lui a porté couche. Je regarde le ventre d'abord. Je vois que l'enfant était éventré. Je regarde, j'ai tiqué. J'ai laissé. On lui a mis couche. Je ne comprenais pas pourquoi on lui a mis couche. Donc j'ai enlevé couche. Je regarde. Au bout de son pénis, il y avait du sang. Je vais au pied. Les talons qui sont coupés. Ces talons s'est coupé. Maintenant, j'ai essayé de fouiller sur lui. Il y avait des traces comme si on branchait quelque chose pour mettre sur lui. C'est comme ça que je voyais. Mais je n'arrivais pas sincèrement à déterminer. Et ses bras, je regarde. Le bras droit, je crois bien. Les os sont bien broyés. Les os sont broyés dedans même. Le bras droit. Le bras droit. Si vous touchez, mais ça fait du bruit. Ça fait du bruit même. Bien broyé. Et à ses poignets, j'ai vu. En tout cas, il y a des trucs, j'ai vu et je regarde, je ne comprenais pas. Genre, s'ils ont mis la corde, ou bien mes notes, je regarde,
je vois les traces, mais je ne comprenais pas. C'est le sang qui comprimé, quoi. Donc vraiment, quand j'ai regardé, et après, c'est quand j'ai vu dans le sac qu'il y avait mes notes, et je me suis dit, ah, donc ces traces de mes notes qui étaient là, là vraiment, ça m'a évanouie. Lui qui était là tout à l'heure, là, il était témoin, le journaliste, là, il était là ces jours-là. Le quotidien, là, il était là ces jours-là. En principe, un cas comme ça, si quelqu'un a eu ces problèmes, d'après lui, tu l'amènes à l'hôpital, hein, pour suivre un traitement ou bien chirurgical. En principe, tu dois appeler ses parents. Hein? Ça n'a pas été le cas. Hein. On ne m'a pas appelé, ni son papa. Ils ont fait ce qu'ils peuvent faire sur lui d'après eux-mêmes. Donc vraiment, voilà un peu ce qui s'est passé. Sinon, Dieu se sont pris, c'est mon enfant. Ceux qui l'ont accompagné, soi-disant parents. En tout cas, il faut qu'ils soient mis aux arrêts. Parce que pour faire intervention sur quelqu'un, dans les hôpitaux, on demande toujours l'avis des parents. Je n'étais pas là-bas. Son papa n'était pas là-bas. Ou bien c'est Miambi qui est venu signer pour dire que c'est mon parent. Opérez-le, ou bien faites-lui faites ce que vous voulez faire de lui. Je ne sais pas. Hein? Donc franchement, depuis ça s'est passé, on a porté plainte un peu partout. Allez voir ce qu'on peut voir. Mais jusque-là, pas de grain de cause. La bonne dame, je ne l'ai pas prise. C'est quand je pleurais, mes pleurs, c'est ce qui a fait que elle est venue à côté de moi. Ma fille, il ne faut pas pleurer. Je suis là. Je suis la maman de Brice. Je porte la parole de Brice. 5 francs, je ne lui ai pas donné. La voilà aujourd'hui, quand elle fait ce travail. Sinon, j'ai adressé lettre au moins. Si le président de la République n'a pas reçu, ça va m'étonner. Un peu partout. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Je ne comprends pas. Je demande à M. Alassane Ouattara et sa femme, qui sont nos papas, maman, qui disent quelque chose sur la mort de mon enfant qui a eu lieu chez Miambli et Varis. Il faut que la justice soit faite. Il faut que la lumière soit éclairée. C'est trop quand même. Et jusqu'à présent, c'est Miambli, je ne l'ai pas encore vu. De mes 2 yeux. Ils ont amené son sac. Mais les vêtements même qu'il a portés, il est parti. Tous les vêtements. Il contient son bédou, sa carte d'identité, ses portables. Jusque-là, je n'ai pas retrouvé tout ça là. Rien jusqu'à présent. Il faut que la justice fasse son travail. Ses portables, tout ça là. Il faut que la justice fasse son travail. Je vous dis merci. Ok. Voilà donc, chers amis journalistes, ce que nous pouvons vous dire à propos de l'affaire Brice Sisson. Et nous attendons donc vos questions et vos questions pour pouvoir conclure cet entretien. D'accord. Bon, donc moi j'avais commencé. Maintenant, j'allais poser justement une question pour la chose. Parce qu'il y a Brice avant l'autopsie, il y a Brice après l'autopsie. Léon a vu Brice, enfin, Léon a fait constater l'autopsie par un médecin. Qui lui a dit que la rate de Brice a disparu, que ses intestins étaient coupés.
Voilà. Quand vous avez demandé, maintenant qu'on vous donne, parce que c'est vous-même qui avez payé, Oui. c'est vous-même qui avez payé. Quand vous avez demandé qu'on vous donne les résultats de l'autopsie, qu'est-ce qui a été demandé? Ils ont dit que c'était pas possible. Qui a dit ça? C'est Monsieur. le juge, on appelle Le procureur? le procureur et en même temps comment on appelle Le le juge. médecin légiste. Le médecin légiste s'appelle comment? Bon, cherchez ça. Alors, ma question à vous, nous on a suivi un peu quand même, on est parti à la maison plusieurs fois. Chez M. Merdi? Chez madame. Gisèle, moi j'ai suivi depuis le départ. Donc, alors vous avez dit, vous nous révélez maintenant que les tendons ont été coupés. Vous nous révélez maintenant que le bras droit a été broyé au point qu'on peut attendre le bruit des os. C'est ça? C'est ça? Non, il n'y a pas eu plaie dessus. Hein. Mais les os sont cassés dedans, broyés dedans. Donc ça veut dire que les deux bras étaient cassés? Oui. L'autre, c'est pas cassé les os, mais là, c'est cassé. On peut bien envoyer derrière, comme devant. Donc je voulais la confirmation de ça. Okay, merci. Maintenant, maître, moi j'ai eu beaucoup de questions, mais la première, Oui. est-ce que vous êtes rentré en contact avec le procureur? Et dans cette démarche, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici? Et comment les gens vous ont répondu? Bon, j'avoue que quand je suis revenue de ma mission, en fait, j'avais lancé que j'allais me constituer, assurer sa défense, parce que, voyant ses pleurs, je me suis dit qu'il fallait quand même que je puisse aider à sa défense. Et quand j'avais annoncé que j'allais me constituer, il y avait de jeunes confrères qui étaient déjà sur le dossier, mais je ne le savais pas en fait. Et je ne m'étais pas encore constituée. Et c'est alors que, quand je suis revenue, j'ai constaté que ces jeunes confrères ont vu la vidéo où j'étais interviewée par ceux, auxquels, je veux dire les journalistes auxquels j'avais dit que j'allais me constituer. Et c'est ainsi que ces jeunes confrères m'ont adressé un courrier pour me dire que bon, que eux ils se déportent. Ça veut dire qu'ils ne voulaient plus suivre le dossier. Ils ne veulent plus assurer leur défense, la défense de la famille Brice Yéhi Session. Et moi, j'ai répondu que c'est dommage que mes confrères abandonnent une famille qui est sans moyens pour assurer leur défense, leur propre défense, alors qu'ils viennent de subir, j'allais dire, cette famille souffre et en souffrance, puisque leur fils vient de leur être arraché, vient d'être arraché à leur affection. Et c'est ainsi que j'ai répondu à mes confrères que, puisqu'ils ont abandonné leurs clients, moi, je me décidais à poursuivre cette défense-là. Bon, ils ont dit qu'ils me souhaitaient bonne chance et que, bon, ben, ils allaient voir comme ils allaient voir. Bon, je leur ai dit que depuis les 30 ans que j'exerce dans cette profession d'avocat, j'ai jamais vu, je n'étais jamais confrontée à cette situation-là, où un confrère veut se constituer dans un dossier, et puis ceux qui étaient là disent, bon, on se déporte. Alors que je n'étais même pas constituée. Donc c'est ainsi que j'ai confirmé ma constitution, en écrivant donc au juge d'instruction, pour lui dire que je me constituais dans ce dossier. Et quand je me suis constituée, j'ai par la suite reçu la famille Sesson, que j'ai d'ailleurs visitée dès mon retour. Et ils m'ont dit que eux, suivant ce qu'elle vous a expliqué là, elle me l'avait expliqué aussi. Et elle a dit qu'elle voulait que je dépose plainte contre Miambi et la clinique Farad. Ce que j'ai fait. J'ai fait parce que j'ai trouvé une certaine cohérence dans ce qu'elle disait. J'ai donc déposé cette plainte entre les mains du juge d'instruction depuis le 12
avril 2018. Donc ma plainte était en leur nom justement contre M. Miambli et contre les responsables de la clinique Farat pour assassinat et complicité d'assassinat. Vu les faits qui ont été portés à ma connaissance. Puis le 18 février, je me suis dit que M. Miambli était un député et qu'il fallait que, si on ne considérait pas le cas comme un flagrant délit, il fallait bien lever son immunité parlementaire. J'ai donc déposé une demande de levée de l'immunité parlementaire du député Miambli. Et j'ai adressé cette demande au procureur de la République. J'en ai déposé copie chez le juge d'instruction en charge de l'affaire. Puis, par la suite, voyant les choses, j'allais dire tarder, à mon sens, parce que, bon, chaque juge a son temps, je veux dire, chaque dossier, ils savent avec quelle célérité ils doivent traiter tel dossier et tout ça. Mais moi, je trouvais que ça mettait du temps pour inculper M. Miambli directement. Et c'est ainsi que j'ai fait une demande d'inculpation de M. Miambli et de ses collaborateurs présents au moment des faits. Puis, à la suite de cela, je me suis dit que l'autorité politique et tout ça ne paraissent pas sensibilisés sur cette affaire. Et donc, je me suis entretenue avec mon juge. Bon, comme c'est au niveau de l'instruction, je n'en dis pas un mot ici. Mais tout ce que je sais, c'est que Miambli a été entendu, mais en tant que témoin. En tant que témoin. Et je me suis dit que la sensibilisation n'était pas à son sommet, à son paroxysme. Donc, j'estime qu'il faut que la communauté internationale, l'opinion publique nationale et internationale soit informée de cette affaire. Parce que ça paraît vraiment mystérieux. La disparition du jeune Brice Yesson paraît bien mystérieuse. Et je relève que l'arme et le véhicule où a été perpétré le crime appartiennent au député Miambli. Miambli Évariste. Il n'y a pas de doute dessus. Les personnes qui sont censées être les seuls témoins, c'étaient les seuls employés de M. Miambli. Et la victime a été traitée par la clinique Farat sans autorisation des parents. Et hors la présence des parents, parce que la mère m'a expliqué que c'est longtemps après, que c'est le 26 seulement, qu'on l'a appelé pour lui dire de venir payer une facture. Le 28 seulement qu'on l'a appelé pour lui dire de venir payer une facture de 4 millions. Et que la facture serait déduite de 500 000, c'est-à-dire au lieu de 4 millions, ça devait passer à 3,5 millions qu'elle devait payer parce que le patient a trépassé. Alors donc, elle m'a expliqué qu'elle leur avait demandé qui leur avait envoyé son enfant. Et si la clinique Farat a travaillé, j'allais dire, sur cet enfant, sur ce jeune, sans l'avis des parents, il y a quelque chose qui cloche. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Et j'avoue que j'ai jamais étudié un dossier depuis tout le temps que je travaille. J'ai jamais épluché un dossier comme celui-là. Et je suis persuadée que le juge d'instruction aussi a dû constater que
mes allées et venues dans son dossier, peut-être ne lui plaisent pas, mais bon, comme je fais mon métier, il a dû accepter, mais il a dû me subir. Et il a dû me subir, je dirais que je l'en remercie. Il m'a subi parce que c'est pour la justice et la vérité. C'est strictement pour cela que je partais dans ce dossier. Donc, je n'ai pas le droit de révéler tout ce que j'ai appris dans ce dossier et tout ce dont je vais parler ici d'aventure. Il y avait les inculpations comme il se doit et que je me mettais à plaider ce dossier. Bon, je pense que j'ai tout ce que, je veux dire les armes, tous les arguments nécessaires pour pouvoir venir à bout de ce dossier. Mais ce que je relève, c'est que non seulement ce sont les collaborateurs et les amis du député Miambi Évariste qui ont gardé le secret du lieu où le crime a été perpétré, mais ils ont encore gardé le lieu où se trouvait la dépouille mortelle. Il a fallu que la famille insiste pour savoir que c'est au CHU de Yopougon, à la morgue de Yopougon, que le corps se trouvait. Et je suis allée donc, je veux dire que j'ai parcouru ces centres hospitaliers et j'ai vu que les réponses qui nous étaient données étaient toutes claires sur le mystère qui entourait le décès de Brice Yesson. Puisque quand on leur avait demandé au niveau du CHU de Yopougon qui leur avait déposé le corps, ils nous ont dit que c'était la clinique Farax qui est venue avec son véhicule déposer le corps. Le CHU, la morgue du CHU de Yopougon. Alors je me dis, mais quelqu'un décède dans une clinique. Les parents ne sont même pas informés. On soulève le corps, on s'en va déposer ça à la morgue. Je me demandais, avec l'autorisation de qui? On dit c'est eux-mêmes. Qui? Mais vraiment du mystère, rien que du mystère. Et quand je constate que le domicile, soit le domicile ou le véhicule de M. Miambi ont servi, ont contribué à la... Au cadre. Oui, ont servi de cadre pour ce crime. Je me dis, mais diantre, on n'a qu'à inculper M. Miambi. Et puis, à partir de là, l'enquête peut se poursuivre, peut se suivre de manière équitable, de manière, j'allais dire, aisée. Tant qu'il n'est pas inculpé... Est-ce qu'on peut l'inculper sans avoir levé le... Justement, nous avons, disons, tous les courriers que j'ai adressés au juge à la demande des parents, les courriers de demande d'inculpation ou bien de rappel de demande d'inculpation, parce qu'il y en a eu plusieurs comme ça. Vous voyez, son dossier doit avoir grossi, simplement parce que nous, on a consulté ce dossier, on l'a analysé, on a fait des recherches, notamment au niveau des organes qui ont disparu, comment on appelle ça, au niveau de tout ce mystère qui entoure ce coup de feu qui est parti d'une maison, qui n'est pas dans une forêt. Oui. C'est en ville quand même. Cocody ambassade, une détonation qui part, au moins le voisin a pu entendre. Mais il n'y avait que ces agents qui étaient témoins. Est-ce que cette arme n'était pas munie d'un silencieux? Si vraiment ce n'est pas arme. Disons que j'ai découvert beaucoup de choses dans ce dossier. Je ne vais pas exposer ici ce que j'ai découvert dans ce dossier d'instruction, parce qu'il s'agit de l'instruction d'un dossier criminel. Mais nous vous avons appelé
simplement pour alerter l'opinion publique, nationale et internationale, pour permettre aux personnes sans voix, comme les parents, de pouvoir s'adresser à ce peuple de Côte d'Ivoire. Que désormais, je veux dire, depuis 2 mois, 4 mois. non, depuis 2 mois, 2 à 3 mois, mais ce genre de crime court les rues. C'est devenu j'allais dire, de manière récurrente. Dans nos quotidiens. C'est devenu notre quotidien, notre coutume. De voir des jeunes enlevés, tués, et puis bon, on ne sait plus, et puis ça ne va pas quelque part, comme on le dit, comme le dit le citoyen lambda. Et donc, je voulais que chacun, chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien, prenne conscience de ce que il doit pas avoir, on ne doit pas avoir la culture de l'impunité. On ne doit pas avoir la culture de l'irresponsabilité dans cette Côte d'Ivoire. Nous devons faire en sorte que chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne se sente en sécurité dans ce pays. On n'a jamais vu ça. Donc il faut que, plus jamais ça. Il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut mettre tout en œuvre pour pouvoir découvrir ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui occasionnent ce genre de crimes-là, qui sont les commanditaires par exemple, ou non, sinon les auteurs directs, quelle que soit leur situation sociale, quel que soit leur état de fortune. Il faut poursuivre ce genre de choses pour éviter l'impunité. Parce que nous avons besoin d'un pays qui ne chasse pas les investisseurs. J'ai un client, pour vous pour divertir un peu, j'ai un client qui m'avait confié un dossier. Et puis, au moment de déposer sa plainte, il me dit, mais non, mais je préfère que vous alliez déposer ma plainte à Paris. J'ai dit, hein? Mais pourquoi ça? Il m'a dit, mais que la justice en Côte d'Ivoire, il ne pense pas qu'il puisse supporter. Parce qu'il ne sait pas ce qui va ressortir du résultat qu'il va avoir. J'ai dit, mais on est foutu. On est foutu dans cette Côte d'Ivoire. Si on nous suspecte jusqu'à ce point. Parce que la justice, ça devrait être, j'allais dire, le garant. Ça devrait être notre rempart. C'est ça qui doit nous protéger. Et c'est pourquoi j'estime que dans le cas présent, dans le cas qui nous réunit ici, on nous a mis en détention des personnes que M. Miambli lui-même a désignées. L'auteur présumé du tir, c'est quelqu'un qui l'avait dit dans ses conférences, dans sa première conférence de presse, que la personne avait infiltré son équipe. C'est par la suite que moi je vais constater dans mes recherches que ce monsieur l'avait accompagné dans sa mission jusqu'au village où il partait. Et quelqu'un qui est censé avoir tiré sur la personne, c'est cette même personne que M. Miambli va envoyer encore chercher des poches de sang pour pouvoir oui, pour le malade, pour la personne qui est censée être blessée. Et donc quand j'ai fait tous ces recoupements, je me suis dit que ce monsieur Pao, qui est détenu, qui est considéré comme l'auteur présumé du tir, que cette personne-là ne peut pas être une personne infiltrée dans le cortège de l'homme politique. Sinon, il a un responsable du protocole. Il a d'autres agents de sécurité. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas pu voir ce monsieur qui soit infiltré dans son équipe? Infiltré, mais là quoi contre ce petit Brice, l'infiltré? Oui, mais ils disent carrément que c'est dans sa conférence de presse, il dit non.
que c'est... Maître, s'il vous plaît. Oui. Alors, j'étais à la conférence, il dit que Brice, il ne le connaît pas. Et que c'est Brice qui s'est infiltré. Infiltré. Et que c'est son gombo qui a glissé sur cette tête. Voilà. C'est son gombo qui a glissé. Oui. C'est après Justement. qu'il a révélé qu'il Après. prend des cours de Brice. Voilà. Voilà. Ça, c'est très Je ne bizarre. connais pas qui est infiltré. C'est ce que j'ai relevé Il paye ses également. cours. Quelqu'un qui est infiltré et tu payes ses cours. Ouais. Quelqu'un qui est infiltré et tu te retrouves, Avec lui sur Facebook. voilà, tout ça. sur dans mes recherches, le voilà à côté de Brice. Le voilà à côté de Brice. Mes parents ont vécu pratiquement le corps avant l'autopsie et ils ont eu l'interprétation après l'autopsie. Donc je leur ai dit de venir pour vous parler parce que je ne comprends rien dans cette histoire. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, on vous retrouve avec lui. Et il est dans votre cortège. Vous êtes dans votre cortège. Il s'est glissé. Voilà. Et par la suite, il va dire il y a que le un Bao, Canadien. il ne le connaît pas. Ouais. Et comment ça se fait que monsieur Brice se soit mis entre ces deux agents de sécurité. Voilà. Donc, il connaît bien monsieur Bao. Il le connaît très S'il bien. ne le connaissait pas bien, il n'allait pas l'envoyer acheter des poches de sang. S'il ne le connaissait pas bien, il n'allait pas l'amener jusqu'à Au village. au village dans sa mission. Quelqu'un ne connaît pas. Hein? Et Brice s'est retrouvé Brice entre monsieur Pao et quelqu'un d'autre. Philippe, ouais. Quelqu'un d'autre. Parce C'est que Paolo Philippe, qui est Philippe. Philippe est Bao parfait. Bao parfait. Et là, Philippe. Et l'autre, c'est Oulaï Philippe. Ouais. Mais Oulaï Philippe, dans la conférence de presse, M. Miambli explique que Oulaï Philippe était devant le véhicule et puis il a donné son arme à M. Bao Parfait. pour pouvoir nettoyer l'arme. Donc, imaginez un peu la scène. Un homme politique qui va en mission, c'est sur la route, c'est-à-dire dans le véhicule qui va faire nettoyer son arme. Et il fait nettoyer l'arme par il remet son arme selon lui. Je précise en passant que personne n'a vu M. Miambi remettre son arme à Philippe, à Oulaï Philippe. Personne ne l'a vu remettre l'arme. Mais lui-même, il a dit que c'est pendant les voyages, il remet son arme. Bon, à imaginer qu'il ait remis son arme. Mais celui qui était devant, c'était un officier. D'où vient-il que l'officier? C'est vraiment un imbroglio. Et donc, nous venons pour faire cette conférence de presse, pour vous dire Une que... dernière question. Une dernière question Oui. avant que vous ne fassiez la conclusion. Comme nous, on n'a plus de questions, j'ai Oui. demandé aux confrères, on n'a Oui. plus de Ah, questions. d'accord. Une dernière. Alors, dans la procédure, est-ce qu'on peut inculper un député dont on n'a pas levé l'immunité classiquement. Moi, je dis non. Non. Il faut, parce que même pour lui envoyer une convocation, il faut adresser il faut que le juge d'instruction s'adresse au secrétariat de l'Assemblée. Donc il faut qu'on enlève l'immunité parlementaire. Et je me dis que si le cas où on n'enlève pas l'immunité parlementaire, c'est un cas de flagrant délit. Flagrant délit ou bien flagrant crime. Et là, on n'a pas besoin de rechercher la levée de l'immunité. Et les personnes susceptibles de demander la levée de l'immunité, C'est ce que je vous dis. c'est C'est le procureur. le procureur qui s'adresse. Les parents l'ont déjà demandé Ils parce demandent. que s'ils m'ont constitué.